Bonjour tout le monde. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet tout de suite, ce vlog va être un petit peu compliqué pour moi, pour une raison que je vais vous expliquer le plus rapidement possible. Il y a quelques jours, j'étais en train de travailler sur ça. Voilà. Donc je fais un travail de recherche, je fais plein de choses. Et en faisant mon travail de recherche pour ce Pourquoi Jeune Novateur qui sortira mi-mars à peu près, je suis encore à la bourre, excusez-moi, euh, j'ai... En faisant mon travail de recherche, j'ai appris un renseignement. Et ce renseignement m'a spoilé Split. C'est-à-dire que on m'a pas spoilé la fin, mais on m'a spoilé un élément du film. Et connaissant cet élément, il y avait qu'une seule solution possible au scénario. Ce qui veut dire que, comme tous les films de Shyamalan, ils sont basés sur l'intrigue et le fait de découvrir tout ce qui nous entoure avec les personnages, le mystère, j'ai dit intrigue, le mystère, et essayer de découvrir ce qui nous entoure, de découvrir le monde autour de nous. Et quand on va voir le film en ayant déjà une très bonne idée de ce que va être le mystère, parce que avec l'élément il était anecdotique, mais une fois qu'on le sait, c'est obligatoire la fin que ça amène. Donc, quand tu t'es fait spoiler la fin, et en plus, de façon indirecte, donc c'est vraiment pas de bol, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis navré, il y a un problème principal avec Split, c'est que j'ai pas pu l'apprécier. Véritablement. Je vais pouvoir vous en parler presque que techniquement, parce que je n'ai pas pu apprécier le film, parce que je savais où est-ce qu'on allait venir. J'ai même essayé de me forcer à imaginer d'autres suites, d'autres fins en voyant le film, pour essayer de me convaincre que ce serait pas le cas. Il y a beaucoup de scènes qui ont été assez fortes pour me faire ressentir quelque chose, et même en sachant où j'allais arriver, la scène elle-même était forte, donc ça marche, toujours très bien. Mais c'est vrai que tout l'aspect découverte de l'univers en même temps que le personnage, découvrir le mystère, élaborer le mystère petit à petit et arriver à une révélation, eh ben je ne l'ai pas du tout eu. Parce que, en plus, c'est le pire, c'est que je suis en train de bosser sur Shyamalan en ce moment, donc je suis en train de me mettre sur son mode de pensée. Et du coup, vraiment, je vois comment il construit son truc et où est-ce que ça va mener en fait. Donc vraiment, je me suis complètement spoilé le film de tout seul, quoi. Donc, après ces 3 minutes d'intro, je suis désolé, j'avais dit que je ferais vite. Split est l'histoire de Kevin, un jeune homme qui abrite 23 personnalités différentes, qui ont chacune leurs caractéristiques physiques et mentales différentes. Et Kevin vient de kidnapper 3 jeunes filles, et il les a kidnappées parce que, selon lui, une dernière personnalité, une 24e, est sur le point d'apparaître et de dominer toutes les autres. Et quand elle va apparaître, ça va foutre la merde ultime. Donc l'idée c'est que va-t-il se passer pour ces 3 jeunes filles et quelle est cette histoire de 24e personnalité. Et voilà, je savais pas ce qui allait se passer pour les jeunes filles. Mais j'ai eu une réponse sur autre chose. Je ferai une section spoiler à la fin parce que c'est intéressant de parler de ce truc, mais vraiment, ne regardez pas la section spoiler si vous n'avez pas vu le film. Surtout pas. Et là, ça va être... Je vais en chier pour réussir à vous parler du film sans vraiment révéler des trucs. Alors la deuxième difficulté, c'est qu'il faut non seulement que je ne spoil pas le film, mais en plus que je vous spoil pas mon pourquoi j'ai The Vetor, parce que là j'ai commencé à... c'est la 3e fois que je reprends le développement. J'ai commencé à vous parler de tout ce qu'il y avait dedans, le style Shyamalan et tout bordel. Donc faut vraiment que j'essaie de... Le film Split lui-même. Déjà, on peut noter les performances d'acteurs. La nana s'appelle... Alors je crois que c'est Anna Taylor-Joy, Anna Taylor-Joy, me semble-t-il, et c'était la gamine qui jouait dans The Witch, qui était loin d'être le défaut principal de The Witch, donc c'est plutôt bien, elle s'en sort encore très très bien ici. Il y a 2 filles avec elle, donc les 2 autres nanas qui sont kidnappées, qui sont elles aussi assez parfaites, et c'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup de gens qui accusent Shyamalan d'avoir des acteurs avec un jeu complètement plat, et c'est pas ça, c'est qu'il a des personnages qui intériorisent tout ce qu'ils pensent, qui intériorisent beaucoup leurs émotions. Et quand il peut se permettre d'avoir des personnages un peu excentriques, il fait des personnages très excentriques. Et quand il veut avoir des personnages normaux, il a des personnages normaux. C'est juste sur quel personnage est-ce qu'il écrit. Et donc elles sont très naturelles, elles marchent super bien. Enfin, c'est vraiment au niveau de la direction, c'est super bien. Il y a cette actrice, alors je sais plus comment elle s'appelle, Betty quelque chose. Il a fait revenir la vieille de Phénomène. Vous savez, la vieille qui finit par s'exploser la tête contre la fenêtre et tout. Et ben, elle a un rôle beaucoup plus parlant et beaucoup plus sympa ici. Donc du coup, voilà, c'est assez cool de la voir revenir pour faire autre chose que la folle qui s'éclate la gueule contre les vitres. Et elle le joue très très bien. Elle joue la psychiatre, le docteur Fletcher, qui est la psychiatre qui suit Kevin pour ses multiples personnalités et qui est parfaitement crédible, qui est de A à Z. Et puis, bien sûr, le plus important, c'est James McAvoy qui joue le rôle de Kevin et qui est parfait. Vraiment, mais ça fait plusieurs films qu'on sait que James McAvoy est un bon acteur, mais là, du coup, c'est la première fois qu'il peut faire plusieurs rôles.
et il est jamais trop caricatural, y compris quand il joue, certaines des personnalités sont féminines, et il pourrait y avoir un risque de passer au travestissement pur et simple, et le mec se fout des perruques et des soutiens-gorge, des machins. Et en fait, non. Il le gère de façon très sobre, c'est-à-dire qu'il va mettre des vêtements de femme, mais il se met pas des faux seins, des trucs dans ce genre-là. Il reste avec son crâne complètement rasé. Mais il va vraiment adopter des attitudes particulières, des intonations particulières, des gestes particuliers. Il y en a un, c'est un peu facile, ils l'ont trouvé tous les deux, Shyamalan et lui. C'est le plus jeune, la plus jeune de ses personnalités. Hedwig, je crois qu'il s'appelle. Un truc dans ce genre-là. Et il a un zozotement, enfin un petit cheveu sur la langue. Et je me suis dit, c'est con parce que la performance de McAvoy est suffisante pour qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter les zozotements en plus pour faire un petit truc spécial au personnage. Mais c'est vrai que ça rentre dans l'esprit chaque personnalité a des détails particuliers. Il y en a une qui zozote. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est ça qui est exploré pendant tout le film, c'est tout ce qu'il y a de possible avec ces multiples personnalités en fait. La psychiatre ou psychologue, je sais plus, fait des conférences en disant, enfin c'est peut-être un autre stade de l'évolution, avoir plusieurs personnalités à l'intérieur de nous, de pouvoir avoir plusieurs consciences et d'être préoccupé par d'autres choses et de gérer notre corps différemment, etc. C'est peut-être une bonne chose finalement quelque part, c'est peut-être des évolutions. Donc enfin c'est vrai que c'est bien traité au niveau de l'interprétation des personnages que fait McAvoy, où on sent que chacun effectivement a son petit détail, son petit truc, et par exemple quand il prend un rôle de femme, on fait très facilement la différence entre quelle femme. Il n'a pas toujours la même gestuelle ou le même ton ou la même voix. Il a un truc différent pour chacune des deux, et puis elles ont aussi des tenues différentes quand elles arrivent, mais c'est vraiment très très bien géré. C'est vrai qu'au niveau acteur, c'est vraiment très très bon, mais c'est pas une surprise pour Shyamalan. Enfin, il a déjà fait très bien jouer des très grands acteurs. Il y avait Bruce Willis, Mel Gibson, Haley Joel Osment, il a eu Abigail Breslin et Rory Culkin en enfant dans Signe. Enfin, il sait bien diriger les acteurs, Shyamalan. Il leur demande des choses particulières. C'est ça qui souvent passe pas très bien. Et puis du coup, il y a tout le côté réalisation, et le problème c'est que c'est là que je suis en train de me spoiler comme un idiot sur mon Pourquoi vous avez tort. Donc il faut que j'essaie de vous l'aborder de façon superficielle et succincte. Excusez-moi, d'habitude je rentre plus dans le détail, mais là j'essaie de me garder du matériel pour pour ma vidéo. Donc voilà, au niveau de la réalisation, déjà un caméo de Shyamalan, qui ici joue le rôle de l'assistant du Dr Fletcher. Il n'avait pas fait de caméo, je crois qu'il y en avait un dans le dernier Maître de l'air, il joue un soldat quelconque du clan du feu, mais dans After Earth, je crois qu'il il avait déjà honte du truc, il s'est dit non, je joue pas dedans, je renie le truc, j'assume pas mon film, et donc là il joue l'assistant donc de Fletcher qui est en train de diriger des vidéos sur un moniteur. Donc du coup, il y a un lien avec le réalisateur, donc quelque part c'est logique que ce soit lui. Il y a un travail de la couleur, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un des trucs qui m'a spoilé certaines scènes du film, mais il y a des couleurs qui ont un sens particulier chez Shyamalan, et donc si vous allez voir le film, vous allez avoir des indices sur le danger notamment, qui est souvent représenté par la même couleur chez Shyamalan. Ça je peux vous le dire parce que c'est vraiment dans tous ses films, c'est le rouge. Le rouge, c'est la couleur qu'il faut éviter, la couleur du danger, ou des émotions fortes, mais plutôt du danger. Donc il y a ce travail-là aussi, il y a son travail de cadre qui est toujours extrêmement composé. La première étape d'un film de Shyamalan, c'est le storyboard, et tous les plans sont parfaitement étudiés avant d'arriver sur le tournage, donc c'est parfaitement centré si ça a besoin d'être centré, c'est composé s'il y a d'autres éléments du cadre. Il y a un travail du mouvement de la caméra aussi, souvent pour éviter de couper, pour faire des plans plus longs. Mais travail du panoramique, travail du travelling. Je trouve que les travelling dans le couloir dans ce film sont vachement intéressants parce que j'ai l'impression que d'habitude, dans la plupart des situations de ce genre, quand on voit un personnage courir dans un couloir comme ça, il y a toujours des plans de cut un peu partout. Et c'est la première fois que je vois un mec tenir la nana en train de courir dans le couloir, vraiment de bout en bout presque, et sur un plan assez long. Ça doit pas être la première fois, mais c'est très très rare. Généralement, quand le personnage ne fait que courir, les réalisateurs estiment que c'est pas intéressant, et donc ils veulent absolument couper au tueur qui est en train de continuer à avancer dans un coin ou tout dans ce genre-là. Et Shyamalan le fait un petit peu aussi dans ces passages-là, mais principalement il va rester très longtemps sur certains plans. Et je trouve que ce plan parfaitement centré, la nana en train de courir au milieu du couloir, qui est en train de défiler à toute vitesse autour de nous, je trouve ça vachement joli. Il y a un petit côté jeu vidéo presque, caméra de jeu vidéo qui filme un personnage. Au niveau de la mise en scène, il y a peut-être un petit truc à ce niveau-là. Au niveau de l'ambiance,
il y a des... Alors l'ambiance est vachement bonne. Oui, parce que j'étais en train de... J'allais parler de l'ambiance de l'histoire, en fait. L'ambiance globale du film est assez intéressante, parce je crois qu'il n'y a pas de musique, véritablement. Il y a un petit passage véritablement musical. Et... dont un qu'il faudra que j'aborde plus tard. Et la plupart des musiques, on dirait que c'est des espèces de bruits tuyaux rouillés, ou un truc dans ce genre-là, de vieilles canalisations qui grincent, mais très très étouffées. Il y a un rendu très très particulier, ça m'a un petit peu fait penser à Silent Hill presque. Donc il y a ça qui marque très très bien l'angoisse dans la plupart des scènes et qui est très très bien faite. Je pensais l'ambiance, en général, l'état d'esprit presque du film, il y a des trucs assez sombres dans ce film-là, dont un auquel je ne me serais jamais attendu de la part de Shyamalan, qui était annoncé par le film. Enfin, ça se sent que cette révélation vient si on lit un petit peu correctement, mais ça m'étonnait que Shyamalan aille jusque là, en fait. C'est d'habitude, il va même dans ces films où il essaye de mettre des trucs qui mettent mal à l'aise, il va pas si loin que ça généralement. Donc ouais, très osé et très bizarre. Et c'est un des trucs justement qui m'a, pour le coup, ça je m'y attendais pas du tout, donc ça m'a bien marqué dans le film et c'était vraiment bien malaisant et je suis presque déçu que la scène ne se soit pas finie telle qu'on pourrait croire qu'elle va se finir. Le dernier flashback, si je peux vous dire ça sans spoiler, le dernier flashback, j'aurais voulu qu'il se finisse. Pas le dernier du coup, l'avant-dernier. L'avant-dernier flashback, j'aurais voulu qu'il se termine différemment. Et je pense que à peu près tout le monde dans la salle en aura envie, hein, c'est à peu près sûr. Donc ouais, il y a un petit truc particulier à ce niveau-là. Les gens m'avaient dit que le film était vraiment vraiment très sombre. J'ai du mal à aller jusque là. Évidemment, c'est une histoire sombre, c'est des filles qui sont kidnappées avec un mec qui a des multiples personnalités, on sait pas vraiment ce qui va se passer, etc. Donc oui, bien sûr, c'est sombre, mais je m'attendais à des trucs encore plus violents que ça, presque, tels que les gens m'en parlaient. Et d'ailleurs, oui, à certains moments, il y a même de l'humour, et des passages qui sont centrés vraiment sur l'humour, donc il y a vraiment des côtés relâches un peu dans le film, c'est pas du sombre tout le temps. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait marrer, c'est si, pour vous dire sans spoiler, souris et musique. J'ai trouvé ça très très drôle, pour le coup. Je crois que j'ai fait le tour vite fait de ce que j'ai à dire niveau technique et niveau histoire. Je peux pas vraiment aller au-delà sans vous spoiler ce qui se passe. Donc, je vais démarrer une section spoiler qui va pas durer très longtemps parce qu'une fois que je vous aurai dit le truc, ce sera dit. Mais il faut faire une petite section spoiler parce que je crois que c'est quand même très culotté ce qui vient de se passer. Donc, les spoilers démarrent dans 5, 4, 3, 2, 1. Si vous êtes attentif et si vous connaissez bien la carrière de Shyamalan, vous avez remarqué, bien au-delà de ça, mais à un moment, la musique qui démarre à la fin est le thème d'Incassable. Et donc on a cette séquence post-générique qui nous montre qu'en fait ce film, Split, est en vérité un spin-off de Unbreakable, et que donc M. Night Shyamalan vient de créer le MNS Universe. Le M. Night Shyamalan Universe. Il est en train de créer son propre récit de comics, sachant qu'il récupère ce qui lui revient. Sans Incassable, il y a plein de films qui se seraient pas faits ou qui se seraient faits différemment, des inspirations de films. Je pense que le Batman imaginé par Aronofsky et Nolan, en truc très réaliste, aurait eu moins de chances de voir le jour s'il n'y avait pas eu Incassable juste avant. Et donc, Split est un spin-off, et je crois qu'officiellement, la suite annoncée, c'est Unbreakable 2. Je crois que c'est ça, son prochain film, il vient de dire que c'est vraiment ça, la suite. Et je trouve que c'est ultra ingénieux, c'est ultra bien trouvé déjà, et ça fait la nique au système des comics qui sont en train de très bien marcher en ce moment, mais pour faire du boulot pas terrible, le minimum syndical, et Shyamalan, il fait quand même un truc un peu plus profond et travaillé. Et du coup, je suis ultra curieux de découvrir le M. Night Shyamalan Universe. Découvrir les nouvelles aventures de David Dunn, le héros d'Unbreakable, qui donc, je sais pas si vous êtes parti très vite de la salle, est à la fin dans la scène post-générique, et qui manifestement combat des criminels depuis des années, quoi, et ce serait un des ennemis potentiels, par exemple, du mec de Unbreakable. Ce qui est, enfin c'est ça le truc. C'est que je suis tellement dégoûté de m'être fait spoiler ça. En fait, c'est ça que je me suis fait spoiler. Je suis tombé sur l'article Wikipédia américain à un moment pour chercher un détail sur un acteur, et je tombe sur une petite accolade à la fin du truc sur Incassable, et je tombe sur, je lis même pas la phrase, mais en italique et en bleu souligné, il y a marqué Split.
Et tu fais... Vraiment, j'étais devant l'écran, j'ai fait... Non! C'est la première fois que ça m'arrive de façon aussi conne. Je m'étais fait spoiler Reservoir Dogs par un enfoiré sur internet j'avais dit quelque part, je vais regarder Reservoir Dogs ce soir, et quelqu'un m'a dit ah, le mec c'est lui. Et fils de pute. Dans celui-ci, je me suis fait spoiler vraiment par un petit détail à la con, mais le truc c'est ça, c'est que à partir du moment où je vois Split et que plus loin je vois marqué Bruce Willis, je me fais putain. C'est ça le truc, c'est que en principe, on va voir ce film, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a des multiples personnalités vraiment, ou est-ce que c'est autre chose? Et s'il a des multiples personnalités, est-ce qu'effectivement cette espèce de bête dont il parle depuis le début est quelque chose d'important ou de fou, quoi? Est-ce que ça pourrait exister une personnalité comme ça, quoi, dans quelqu'un qui a des personnalités multiples? Et bah du coup, quand on sait que c'est intégré à l'univers de Unbreakable et que c'est lié aux comics, bah je me pose pas la question, quoi. Dès qu'il a commencé à parler de la bête, je me suis dit ah, alors c'est quoi, il va se transformer à la fin? C'était la seule question que je me posais, c'était est-ce que d'un seul coup il va avoir les bras qui se transforment? Est-ce que Shyamalan va nous faire une créature numérique, ce qui lui ressemble pas du tout, ce qui prouve bien qu'After Earth c'est pas vraiment un film qui lui a été inspiré par lui. Et mais du coup voilà, enfin c'est sur un détail bateau, juste en faisant scroller la page de Unbreakable, je me suis fait spoiler Split comme une merde. Et c'est horrible, c'est atroce, parce que je l'attendais ce film à fond. Enfin, c'était justement à partir du moment où j'ai vu qu'il marchait en plus aux États-Unis, c'était parce que c'est un des plus gros succès de Shyamalan depuis un bout de temps aux États-Unis. Je crois qu'il est à 140 millions ou un truc dans ce genre-là. Donc ouais, je suis dégoûté. Vraiment quoi, c'est le film qu'il faut pas te faire spoiler, un film de Shyamalan. Donc voilà. Du coup, je vous préviens à l'avance pour le pourquoi Jared Leto, je spoilerai. Parce que il faut que je parle des films à fond, donc je parlerai des fins, parce qu'elles sont importantes les fins. Mais alors il y a juste un truc, c'est que moi du coup je suis déçu de pas avoir eu la révélation de ça, la révélation que c'était la suite d'Incassable, mais j'essaie de faire le chemin inverse, je trouve ça très culotté et un peu risqué même, parce que si t'as pas vu tous les films de la carrière de Shyamalan, tu le comprends pas, ce truc de fin, tu le comprends pas ce twist, tu comprends pas cette musique qui débarque, elle est censée évoquer la musique d'Incassable. Et tu vois pas qui c'est, David Dunn. Donc, à la limite, ça peut annoncer une suite, vaguement, mais ça n'a vraiment de sens, ce que peut être cette suite, et cette scène de fin n'a vraiment de sens, que si on connaît, du coup, ce qui s'est passé avant dans la filmographie de Shyamalan. Donc, je trouve ça un peu osé, mais apparemment ça marche plutôt bien, mais voilà, enfin ça fait presque comme si ces films étaient son univers en général et que tout le monde le suivait tout le temps dans tous ses films. C'est vrai qu'il a pas mal de fans, Shyamalan, mais quand même, c'est osé, je trouve, de faire un film qui sort de nulle part et de dire, eh ben en fait, c'était la suite du film que j'ai fait il y a 15 ans. Fait, ah bon? Donc, mais j'adore l'idée, je veux voir ce que ça donne, donc voilà. Je pense quand même que même seul, ça passe super bien en tant qu'annonce de suite, simplement, de se dire, ça c'était le premier, il va peut-être en avoir d'autres. Donc, fin des spoilers. Je vous encourage donc globalement à aller voir Split de Shyamalan. C'est clairement un de ses très bons films. Je vous encourage d'ailleurs à voir les autres. Et en tout cas, en particulier avant le Pourquoi j'en avais tort. Et ouais, pour moi, je pense que c'est bien réussi. Je n'ai malheureusement pas pu l'expérimenter comme j'aurais voulu le faire. Ça se dit expériencer? Je sais pas. Mais du coup, voilà. Je pense quand même, malgré tout, que ça marche super bien quand vous êtes au courant de rien et de voir simplement le mystère évoluer. Et moi, du coup, bah, c'était super bizarre, en fait. J'ai eu l'impression de revoir un film que j'avais déjà vu. C'est-à-dire que, comme je savais où ça allait se terminer, j'ai vraiment eu l'impression de revoir un film que j'ai déjà vu et d'être en train de prendre mes notes pour le Pourquoi j'en ai tort, presque. Donc, mais globalement, j'ai vraiment l'impression que ça marche très très bien et que il y a peu de raisons de pas apprécier le film. Y compris si vous ne comprenez pas tout de suite le twist de fin. Pas le twist de fin, on va dire la scène de fin, la scène pré-post-générique, environ. Voilà, et ben, bien joué M. Night, et quant à vous, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!